C'est Madame Malika Kebas. Le titre de sa communication est, comme il a changé d'ailleurs, le titre « La diffraction linguistique dans l'œuvre romanesque de Mouloud Mamri ». Très bien, oui, j'ai donc choisi, je devais parler à l'origine de la structure tragique, mais étant donné le thème du colloque, j'ai pensé que de montrer la manière dont se problématise donc la langue dans l'œuvre romanesque des écrivains algériens, en l'occurrence, j'ai choisi ici Mouloud Mamri. Alors, la diffraction, le terme diffraction, est emprunté à l'archéologie du savoir de Michel Foucault. Il signifie qu'un discours peut entrer en contradiction manifeste et se disperser dans le discours réceptacle pour former un seul et même discours. Dans La colline oubliée, donc roman publié en 1952, de la même génération d'ailleurs que Mohamed Dib, roman inaugural de l'œuvre romanesque de Mouloud Mamri, ce premier roman comporte un avant-texte en forme de glossaire. Cet avant-texte, en contradiction donc avec les contraintes du genre romanesque, prend valeur d'avertissement sérieux qui parasite la fiction annoncée et pose d'emblée la problématique de la langue du colonisé, en l'occurrence ici le kabyle. Et ça va donc en droite ligne de ce que vient de dire Madame Brahimi. Bien, la présence d'un glossaire donc en avant-texte de La colline oubliée apparaît à première vue, donc, ce que je viens de le dire, en totale contradiction avec la mention générique de l'œuvre. La mention générique de l'œuvre, c'est roman. Comment peut-on trouver en avant-texte un glossaire? Le glossaire est en effet un type d'écrit qui généralement accompagne les essais et autres ouvrages scientifiques appartenant au discours sérieux, c'est-à-dire au discours vrai, et se situe dans la plupart des cas en fin de parcours. Placé en tête du roman, il prend valeur donc d'avertissement sérieux qui pose dès avant l'ouverture du roman la problématique de la langue, ce qu'atteste la définition suivante que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Je cite donc la définition du dictionnaire qui donne, vous avez oui derrière vous donc séparé, je vais expliquer ceux qui figurent dans le glossaire, dictionnaire qui donne l'explication de mots anciens ou mal connus, lexique d'une langue vivante. J'ai retenu de cette définition les deux expressions suivantes qui peuvent éclairer l'intention de l'auteur. Mot mal connu et langue vivante. Regroupées, ces deux expressions forment une énonciation sérieuse, langue vivante dont les mots sont mal connus, qui véhicule une assertion, une affirmation, dont le contenu propositionnel réfère à la volonté de faire connaître, de porter dans la sphère publique une problématique linguistique. Au plan pragmatique donc, le glossaire, en sa qualité de discours d'escorte, appartient à l'appareillage paratextuel qui informe sérieusement dès avant le texte sur le texte. Il joue le rôle d'avertissement sérieux, de signal, comportant de notre point de vue trois actes de langage sérieux que nous formulerons selon la terminologie de la théorie des actes de langage de Searle de la manière suivante. Le premier acte de langage sérieux appartient à la classe des assertifs, dont le but est d'engager la responsabilité du locuteur sur la vérité de la proposition exprimée. Autrement dit, l'écrivain prédique la présence à propos de la langue kabyle pour le lectorat français et répond de la vérité de cette proposition du fait que cette référence figure dans un avant-texte à vocation sérieuse. Donc, en d'autres termes, le locuteur, ici l'écrivain, affirme la présence de la langue kabyle pour l'auditeur qui est, bien sûr, le lectorat français. En 1952, il n'y avait pas encore de lectorat algérien en français. Le second acte de langage procède du premier et appartient à la classe des déclaratifs, dont le but est de faire en sorte que la désignation de quelque chose implique l'existence de quelque chose. Autrement dit, l'écrivain déclare la présence à propos de la langue kabyle et par cet acte, il rend effective cette présence. Si l'on veut, ou si l'on veut dire ça avec d'autres mots, le locuteur institue solennellement la présence de la langue kabyle. Le troisième acte de langage procède du premier acte et du second.
Le locuteur et appartient à la classe des promissifs, dont le but est d'obliger le locuteur à adopter une certaine conduite future. Autrement dit, l'écrivain prédique, pour l'écrivain lui-même, un acte futur qui est de rendre effective la présence de la langue kabyle. L'écrivain fait la promesse de rendre présente la langue kabyle du fait que le glossaire est placé en avant-texte et qu'il annonce donc un texte à venir. La source de ce texte à venir figure donc dans le glossaire qui comprend une liste de noms propres et communs en kabyle que nous avons classés dans le tableau que vous avez là sous les yeux en deux catégories. Ceux qui sont suivis d'une traduction, les noms communs, donc la colonne 1, et ceux qui sont suivis d'une explication, les noms propres, la colonne 2. Comme on peut le constater dans le glossaire, l'écrivain recourt à la fois à la traduction et à l'explication. Et notre propos, dans cette communication, est d'analyser de quelle manière ce texte instaure une promesse, puis une affirmation, et enfin une institution solennelle qui se diffracte dans la fiction, dans toute la fiction romanesque. La promesse. Voyons d'abord le premier acte qui est celui de la promesse. Par l'acte de langage de la promesse, l'écrivain s'engage donc à rendre effective la présence de la langue kabyle dans la fiction. C'est ce que l'on peut constater dans les 4 romans qui composent donc le corpus romanesque de l'écrivain: La colline oubliée, Le sommeil du juste, L'opium et le bâton et La traversée. Dans ces 4 romans, le texte est entaillé d'énoncés en kabyle. Alors, la présence de cette langue dans la fiction est rendue effective par 2 types de procédés: la transcription de phrases, le tableau numéro 2, la transcription de phrases en kabyle suivie de leur traduction en français, et les traductions littérales du kabyle. Vous avez donc quelques exemples sous les yeux des 2 procédés: transcription suivie de traduction et traduction littérale. La promesse s'élargit à l'ensemble de la langue tamazirt, berbère si vous voulez, par la présence d'énoncés en berbère marocain dans l'opium et le bâton et en touareg algérien dans la traversée. L'ensemble des énoncés qui réalisent donc la promesse de rendre effective la promesse de la présence de la langue tamazirt se rapporte à 2 périodes historiques donc dans tout le corpus romanesque de l'écrivain. La période coloniale et celle de souveraineté, c'est-à-dire après l'indépendance. En ce qui concerne la période coloniale, la diffraction promissive se réalise par le biais de la langue kabyle, que l'on vient de voir là sur le tableau. Les expressions de la colonne 2 sont des transcriptions approximatives de cette langue. Elles sont mises en relief par la marque typographique de l'italique et parfois même par l'emploi de guillemets, et cette mise en relief indique un changement de code, généralement utilisé dans la littérature pour montrer l'étrangeté d'une langue. L'auteur se conforme ainsi aux conventions du champ de la littérature française. Cependant, les expressions de la 2e colonne, les traductions littérales, visent-elles à subvertir les normes du français? Elles parasitent le champ de la littérature de la langue française. Cette subversion est porteuse d'un discours. Le colonisé ne peut utiliser sa langue que dans le cadre étroit de son univers, et il est sommé d'utiliser par ailleurs la langue française. Il s'agit d'une langue qu'il ne maîtrise pas, et ceci apparaît clairement dans les commentaires qui précèdent ou suivent les prises de parole en français du colonisé. Voici quelques exemples de ces commentaires. Dans La colline oubliée, je cite: « À l'écriture régulière et très appliquée, je reconnus qu'Asie avait elle-même écrit la lettre. Le sens en était très obscur. Asie avait une connaissance très imparfaite du français. J'étais encore indécis, je cite toujours, quand je reçus de chez nous une lettre dont je ne reconnus pas l'écriture. Il n'y avait ni date ni en tête. Les lettres en étaient enfantines et gauches. Médour avait dit cela en français. Personne, visiblement, n'avait compris. Dans Le sommeil du juste, on peut lire: c'est cet instituteur de Tasga qui lui tournait la tête, mais comment lui parler? Le père ne savait pas le français, ni l'instituteur le berbère.
Ces quelques exemples montrent que le colonisé est au mieux illettré et au pire analphabète en français, ce qui le contraint à avoir recours à un écrivain public dans ses échanges épistolaires et à un interprète dans ses échanges oraux avec l'autre. Ce qui apparaît dans l'entrevue du père avec le commissaire dans Le sommeil du juste, dans tous les cas, la communication est différée puisque les échanges se font par intermédiaires interposés. Cette communication indirecte est donc forcément troublée puisque tributaire des modifications apportées aux propos par l'interprète. La conformité conventionnelle engendrée par la traduction et la subversion induite par la traduction littérale sont donc porteuses d'un discours sur la langue qui pose une double affirmation. La première affirmation est un acte de langage indirect portant sur les rapports du colonisé à la langue française. En premier lieu, on notera que les énoncés en kabyle suivis de leur traduction en français marquent l'intention de se montrer coopératif. L'interlocuteur, le lectorat français, puisque la grande majorité du peuple algérien est analphabète, ne comprend pas la langue du colonisé, et en assurant la traduction des énoncés en kabyle, Mouloud Mamri, écrivain algérien entrant en littérature dans une langue d'emprunt, se plie aux règles de la communication dans cette langue. Mouloud Mamri se plie donc aux contraintes de la communication qui avait cours durant la période de la colonisation. Il est sommé d'utiliser la langue française. Il accepte cette règle pour faire entendre son discours et faire entendre du dedans la voix du colonisé. En second lieu, on relèvera que par l'insertion d'énoncés en kabyle traduits littéralement en français, l'écrivain procède à la subversion du champ de la langue française dans ses fondements logico-sémantiques et brouille en quelque sorte la bonne compréhension de son énonciation par l'auditeur. À titre d'exemple, on relèvera qu'en kabyle on dit « par avec la paix », « mangé par la tuberculose » et « la honte pleut sur lui », alors qu'en français on dirait plutôt « par en paix », rongé par la tuberculose et couvert de honte. D'autres traductions littérales n'ont aucun sens pour un auditeur français du fait que ce sont des formules que l'on énonce par convention, comme « Dieu t'en satisfasse » et « Dieu t'en fasse participer ». On peut déduire d'une part que l'insertion de tous ces énoncés en kabyle représente une procédure de subversion du champ de la langue française. L'écrivain ayant en effet le statut de colonisé ne peut s'exprimer dans sa langue et sommé de s'exprimer dans une langue d'emprunt. Il est en effet confronté à une procédure d'exclusion de son discours. Il recourt de ce fait à une stratégie de contournement par la subversion du champ de la langue française avec une intention, ainsi qu'il le déclarait lui-même, faire parler à la langue française un langage algérien. C'est ce qu'il déclarait dans la brochure éditée par le Théâtre national algérien à l'occasion de la représentation de sa première pièce Le Feu. D'autre part, on peut inférer que Mouloud Mamri, qui a des choses à dire, entre guillemets, c'est une expression de l'écrivain, qui lui sont indicibles autrement qu'en français en raison de l'ordre du discours colonial, investit par le biais de la traduction le champ de la littérature française sous l'apparence du commentaire tel que défini par Michel Foucault. En ce qui concerne maintenant la période de souveraineté, dont son dernier roman, La Traversée, publié en 1982, se fait l'écho. Pour la période de souveraineté pour laquelle la présence de la langue s'étend à l'ensemble du berbère, Tamazirt, on note que la pratique de la traduction littérale a disparu. Autrement dit, les énoncés sont composés d'une transcription du tamazirt, en caractère italique, suivie d'une traduction encadrée de parenthèses. L'aspect subversion des normes de la langue française est délibérément occulté. C'est l'aspect conformité aux conventions de la littérature française qui domine. On pourrait en déduire que Mouloud Mamri fait ici aussi œuvre de commentateur. Il se plie aux règles de la communication dans la langue française. Je ne le pense pas, parce que la situation politique a changé. L'Algérie est indépendante et dans les années qui suivent cette mutation historique, c'est-à-dire entre 1962 et 1982, date de parution de La Traversée, la tamazirophilie est frappée d'interdit par le pouvoir politique de l'époque.
En atteste donc son interdiction d'enseigner le berbère, qui est faite à Mouloud Mamri, la censure qui touche ses écrits, les violentes campagnes de presse qui se déchaînent contre lui et les événements du printemps berbère, je pense que tout le monde connaît. En filigrane à cette répression ouverte contre toute revendication des langues nationales et des cultures nationales, assimilée à une subversion portant atteinte au pouvoir dans ses fondements arabo-islamistes, une remise en cause de l'expression française. Comme l'a si bien souligné, en fait, la tamazirophilie est avant tout francophone. Mouloud Mamri, dont tous les écrits à partir d'une période précise sont frappés d'interdit, investit le champ de la littérature en affirmant son statut d'écrivain algérien d'expression française. Il remplit donc son engagement. Vraiment, j'ai fini, je conclue. Il remplit donc son engagement porté par la promesse de rendre effective la présence de la langue tamazigh contre l'obscurantisme de l'idéologie dominante qui développe un discours arabiste exclusif, étouffe toute velléité d'expression libre et citoyenne. L'auteur s'affirme par l'utilisation de la langue française qu'il considère comme un instrument de libération. Je le cite pour conclure. « J'ai appris le français à l'école. Il s'agit donc d'un apprentissage artificiel, mais une fois la langue acquise, j'avoue que j'en ai apprécié les avantages. Ce n'est pas seulement pour ses bénéfices pratiques, parce qu'elle permet une ouverture très large sur le reste du monde, en particulier sur le monde moderne, c'est surtout parce que c'est un instrument de libération, y compris d'elle-même. » Je vous remercie.